L'enfant que tu portes connaîtra une grande destinée. La gitane aux longs cheveux noirs parle ainsi à la jolie Marianne, épouse de Jean-Louis le Normand, marchand drapier à Alençon. Anne-Marie ne cesse de penser à cette prédiction. Et Marianne Adélaïde le Normand, née le 27 mai 1772 à Alençon, en Normandie. Un frère, Marc, et une sœur, Sophie, agrandissent la famille. Mais Marianne se retrouve orpheline rapidement de ses deux parents. Et Marianne est expédiée au couvent des Bénédictines. Elle raconte à ses petites camarades que la mère supérieure sera renvoyée et remplacée par une autre au visage rempli de taches. La mère supérieure a connaissance de cette prédiction et met la petite visionnaire à la porte. On l'envoie à Paris, chez une couturière, puis vendeuse dans un commerce. Elle se lie d'amitié avec un petit commis qui lui met entre les mains divers ouvrages, Pythagore et les nombres, l'art de gouverner les esprits célestes et l'art de parler avec les morts d'Albert le Grand. Elle achète le jeu d'Estella, maître incontesté de la cartomancie. Marianne est très jeune, elle a 15 ans. Elle côtoie les tireuses de cartes, rencontre les blanchisseuses de l'arsenal, très attirée par la nécromancie, ce qui la fait participer à l'étude des morts. Découvre l'existence du docteur Gall, inventeur de la phrénologie. Fait la connaissance de Bonaventure Guyon, grand astrologue de son temps, qui lui enseigne la lecture des astres. Le magasin devient un lieu d'expérimentation. Détailler l'expression d'un regard d'une cliente, la moue d'une déception d'une autre, le froncement de sourcils d'une troisième. Elle plonge dans l'étude des livres de prédiction et elle s'offre un jeu de tarot. Chaque soir, enfermée dans sa chambre, elle étudie chaque arcane du fameux jeu. Elle tente sa chance à la loterie et elle gagne. Avec un très bon pactole, elle part à Londres pour y rencontrer le professeur Gall, un éminent phrénologue qui donne des conférences. Sur sa porte, une simple pancarte, Mademoiselle Lenormand of Paris. Elle revient sur Paris. Alençon lui manque. Elle avait envie de respirer l'air pur et vivifiant des champs et revoir sa petite sœur Sophie et son frère Marc. Dans la campagne normande, elle rend visite à ses anciennes compagnes cousettes de l'atelier de couture et elle tire les cartes. Mais avant de rejoindre Paris et le faubourg Saint-Germain, à 19 ans, où elle est engagée comme lectrice, elle se met à écrire et ne s'arrêtera plus, mais faute de succès, elle ne publiera ses ouvrages qu'à compte d'auteur. Elle reprend alors ses consultations de voyance. Après un épisode parisien où elle frôla de près la complicité de complotisme, on lui dénicha un petit logement juste à côté du sien, au numéro 5 de la rue Tournon, et elle s'y installa. Cette rue parisienne pleine de charme, qui va de la rue de Seine jusqu'au palais de Luxembourg, abrite une demeure mystérieuse qui héberge, tour à tour au cours de sa longue histoire, quelques personnages pittoresques, le célèbre mage Cagliostro, puis, de 1797 jusqu'en 1840, c'est au tour de la célèbre extralucide Marianne Adélaïde le Normand d'en occuper le rez-de-chaussée. Cette demeure n'est pas choisie par hasard. C'est la découverte à l'aide d'un pendule d'un passage secret reliant la cave du numéro 5 de la rue de Tournon au fantastique réseau de galeries souterraines des anciennes carrières, permettant d'échapper en ces temps troublés aux dangers révolutionnaires ou aux recherches de la police qui la décide à s'installer dans cet immeuble. Elle ouvre un cabinet d'écrivain public pour servir de couverture à ses activités. Au début, une clientèle des plus modestes vient la consulter. On est inquiet de savoir ce que l'avenir réserve. Un jour, un étrange client se présente dans son cabinet. Chétif, le teint un peu jaune, le visage maigre, un costume élimé. Bref,
pas reluisant pour un sou. Marianne examine longuement la paume de la main que l'homme lui tend. Elle n'ose parler, tant le destin qu'elle y voit inscrit lui paraît extraordinaire. Et à la fin, prenant une profonde respiration, elle lui déroule le cours de sa destinée, comme si elle la voyait devant ses yeux. Vous atteindrez les plus hauts sommets et traiterez d'égal à égal avec les grands de ce monde. Ce monde que vous voudrez manger, vous aurez 2 unions, dont une avec une fille de roi. L'homme la regarde, comme s'il a devant lui une pauvre folle échappée d'asile. Et il part, maugréant et maudissant tous ces charlatans qui ne racontent que des salades. Il s'appelle Napoleone Buonaparte. La police s'intéresse de près à Mademoiselle Lenormand, qui commence à faire parler d'elle. On pense que la voyante fait partie d'un complot visant à déstabiliser l'ordre établi de cette toute jeune république qui a bien du mal à se tenir debout. Mais elle échappe à une arrestation possible en s'enfuyant. Et elle revient après de longues semaines rue de Tournon. Marianne attire là tout ce qui compte dans la capitale, à commencer par le gratin révolutionnaire et la classe de nouveaux riches qui se forment autour du pouvoir. Elle reçoit le peintre David, Robespierre, Saint-Just, Marat et bien d'autres. Elle devient la confidente de Joséphine. Mais sa vraie fortune commence avec la comtesse de Beauharnais, qui consulte à tout va. Mademoiselle Lenormand sait profiter de toutes les confidences glanées devant son guéridon. C'est une surdouée de la divination et invente de nouvelles mancies. Une mancie veut dire, dans le fantastique, l'occultisme et l'art divinatoire, c'est une divination obtenue par quelque procédé que ce soit. Elle travaille et étudie fortement. Étudie les anciens grimoires, manie les cartes avec adresse, lit dans les lignes de la main ou le marc de café, jette des aiguilles, consulte le plomb fondu, le vif argent, les blancs d'œufs jetés dans l'eau claire, les miroirs brisés, le cristal de roche ou les cendres soufflées. L'entrée de son appartement donne sur la cour de l'immeuble et l'on y accède par un perron de 3 marches. Après l'antichambre, un salon orné de colonnades de stuc, avec 4 bustes représentant Jupiter, Saturne, Mars et Mercure. L'atmosphère divine est au rendez-vous. C'est en somme la salle d'attente. On y attend et reçu par ordre de préséance, directement dans la chambre à coucher de Mademoiselle Lenormand. Il y règne un désordre ordonné, avec des vases de porcelaine de grand prix côtoyant de nombreux bibelots offerts par de riches clientes. Les hommes politiques, les banquiers, les duchesses, femmes du monde ou demi-mondaines, actrices en vogue, se précipitent pour entendre les paroles de prophétie. Mais en réalité, elle travaille pour toutes les bourses. Elle dit la bonne aventure à de simples domestiques, des valets, des femmes de chambre, des habilleuses, des midinettes ou des cousettes qui payent 20 sous ces oracles. Elle reçoit telle une Pythie assise dans un vaste fauteuil devant un guéridon chargé de jeux de cartes et de lames de tarot, les mains couvertes de bagues, la tête coiffée d'une sorte de turban oriental. Elle rend ses oracles au tout Paris de l'époque. Et les clients se font aussi amants. Alors on voit passer Fouché, Talleyrand, à qui elle fournit des demoiselles de bouche. C'est un réseau d'espions à travers la capitale. Les concierges, les valets, les danseuses, les laquais, les courtisanes, les cochers, les grisettes sont habilement soudoyés et font parvenir dans le Paris de l'époque, au jour le jour, des rapports confidentiels venant étayer et conforter les voyances. Un rapport de police du 6 Vendémiaire en 13 nous dit que Mademoiselle Lenormand, se disant cousine de Charlotte Corday, habite rue de Tournon, tient un bureau d'écrivain public pour couvrir ses manœuvres et fait métier de tireuse de cartes. Dans ses mémoires,
Mademoiselle Lenormand rapporte de piquantes anecdotes sur tous ces grands hommes qui terrorisent la France et viennent, humbles et tremblants, entendre les prophéties devant son guéridon. Citons le fameux Robespierre. « J'ai vu de bien près le farouche Maximilien, et j'ai pu le juger, livré à lui-même. C'était un homme sans caractère, superstitieux à l'excès, il se croyait envoyé par le ciel pour coopérer à une entière régénération de la société. Je l'ai vu en me consultant, fermer les yeux pour toucher les cartes, frissonner même à la vue d'un œuf de pique. J'ai fait trembler ce monstre, mais peu s'en fallut que je ne devinsse sa victime. » Sa vision est bonne. Elle est emprisonnée sur ordre de Robespierre durant quelques jours. Selon ce dernier, elle aurait prédit à Marat, Robespierre et à Saint-Just qu'il mourrait de mort violente. Mais de plus belle, elle reçoit à son cabinet tous les grands révolutionnaires, Fouché, Barras, Madame de Staël, Talleyrand et Talma, mais aussi Joséphine et Napoléon Bonaparte, qui consultent à plusieurs reprises. Napoléon s'en est d'abord amusé. Il s'en est ensuite moqué, et enfin il a compris tout le danger de ces prophéties, car la voyante affirme que dans l'intimité, Napoléon ne se moque pas du tout des arts divinatoires. Il lui arrive de pratiquer l'astrologie ou la chiromancie. La devineresse poursuit. La veille d'une bataille, il cherche à découvrir la marche des planètes dans le ciel. Il prétend y lire l'issue des combats. Napoléon est très superstitieux. Il se méfie du chiffre 13 comme de la peste. On prétend qu'il retarde son coup d'État prévu pour le 17 Brumaire quand il se rend compte que ce jour coïncide avec un vendredi 13 dans le calendrier grégorien. Dans une lettre, Lascaz nous dit que Napoléon a rendu un hommage tardif, loin dans sa réclusion à Sainte-Hélène, à la perspicacité de Mademoiselle Lenormand. Elle m'a fait le dessin de cette île, sur la boiserie d'un appartement qui doit encore exister à Paris, rue de Tournon. Elle m'a décrit Longwood et montré Hudson Lowe. Je savais tout cela était encore au fait de ma puissance, mais je n'y attachais nullement foi. Mademoiselle Lenormand se fait prendre dans les affres de la Révolution et de la Terreur. Elle connaît la prison à plusieurs reprises, sous Robespierre, puis fin 1803 lorsqu'elle est accusée d'avoir prédit une conspiration. Elle s'en sortira de la prison des Madelonnettes où elle fut incarcérée. Elle adresse au préfet de police en 1804 un petit quatrain qu'elle veut prophétique et a pour effet immédiat sa libération. Si le préfet voulait dans ce moment, par un bienfait commencer cette année, donner congé de mon appartement, je lui prédis d'heureuses destinées. En 1809, l'empereur redoute l'influence de Mademoiselle Lenormand et la fait emprisonner, et donne l'ordre de ne la relâcher qu'après le divorce d'avec Joséphine. Et on perquisitionne le 11 décembre 1809 la rue de Tournon. On emporte les jeux de cartes, les tarots, les baguettes, les cartons, les dossiers et les fiches des clients. Et arrivé à la préfecture de police, c'est le préfet lui-même, en personne, qui interroge la suspecte. « Mademoiselle, vous qui prétendez prédire l'avenir, vous auriez bien pu prévoir ce qui vous arrive ce matin ?» Le préfet est sarcastique. Elle répond « Je le savais, monsieur le préfet. Mon horoscope se trouve dans l'un des cartons que vous avez saisis chez moi. Vous pouvez vous en assurer. » Le préfet fait rechercher le carton en question, brise les scellés et lit l'horoscope. L'arrestation est effectivement décrite, sans aucune ambiguïté. Marianne Lenormand continue d'officier avec succès sous les 100 jours et la Restauration. La vieille noblesse royaliste rescapée du naufrage accourt rue de Tournon, les uns chassant les autres. Avec la Restauration, Mademoiselle Lenormand étend son empire et voyage dans toute l'Europe. On la trouve à Vienne, à Genève, à Saint-Pétersbourg et à Venise. Elle est la plus grande voyante de tous les temps. Et elle s'éteint comme un dernier feu, en toute simplicité en 1843, à l'âge de 71 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre importante. L'oracle sibyllin, les souvenirs prophétiques d'une Sibylle, l'ange protecteur de la France au tombeau de Louis XVIII, le petit homme rouge au château des Tuileries, et bien d'autres.
Sous le Second Empire, une prophétesse et grande prêtresse de la franc-maçonnerie succède à Mademoiselle Lenormand dans cette maison de la rue de Tournon. Sa vie est bien sûr romanesque et a traversé une bonne partie intéressante de notre histoire française. Mais ses jeux de cartes, notamment le grand jeu, sont restés introuvables. Les bohémiens de passage et les diseurs de bonne aventure intéressent toujours le peuple. Mais ça gagne du terrain par la voie du tarot, dont les images, riches en symboles, fascinent les privilégiés. Marianne est une femme libre avant l'heure. Elle est constamment fustigée par des clichés sexistes. Elle ne laisse pas indifférente car sa célébrité tient au fait que ses prédictions se réalisent. Aujourd'hui, sa tombe au Père-Lachaise est toujours fleurie par les adeptes de l'occulte. Et le grand jeu qui porte son nom continue sa mémoire et sa destinée. De nombreux jeux de cartomancie sont baptisés de son nom, le Normand. Pourtant, elle n'utilisait qu'un jeu de cartes ordinaire qui portait des inscriptions. Mais lesquelles ? Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.